Voilà, bonsoir à tous. Mon nom est Guillaume. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'espère que voilà, vous entendez un petit peu mieux. En tout cas, que ça va pouvoir se régler. Donc, je suis accompagnée de Valérie. Donc, Valérie Lebrun. Je vous parle un tout petit peu du programme qu'on a concocté pour vous aujourd'hui. Alors, d'abord, on va commencer par une introduction au cours de laquelle on vous exposera quelques données sur que sont les risques psychosociaux au travail et comment est-ce que le législateur a prévu qu'on mette en place la prévention de ces risques psychosociaux. Alors, c'est une partie un peu juridique, mais c'est important qu'on soit d'accord sur dans quel contexte on s'inscrit, qu'on ait une définition commune des concepts pour pouvoir se comprendre. On passera ensuite à l'approche qu'on a décidé de vous proposer sur base de notre expérience. On a toutes les deux une expérience de, je vais le dire, 20 ans presque. 20 ans, je pense qu'on peut... voilà, donc, donc, voilà, la pratique qu'on a pu avoir au sein des organisations, ou même parfois comme nous-mêmes, comme travailleurs, nous a amené à proposer l'approche dont on vous parlera tout à l'heure, qu'on partagera avec vous. Qu'on partagera avec vous de façon conceptuelle, mais aussi dans une mise en perspective plus pratique. Et on réservera bien sûr, comme Delphine vous l'a dit, certainement une demi-heure à répondre aux questions que vous adresserez sur les questions-réponses. Et donc, c'est Delphine pratiquement qui centralise les questions et puis qui nous les posera à la fin de l'exposé. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure quand elles vous viennent. On les examinera à la fin, mais voilà, n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va commencer par vous introduire les concepts importants. Donc, avec la question en toile de fond à laquelle on va chercher à vous amener à répondre ou à construire des réponses ensemble sur base de ce qu'on va vous proposer, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour maîtriser les risques psychosociaux au travail plutôt que de les subir, parce qu'on a le sentiment dans les institutions ou les organisations dans lesquelles on est intervenu que souvent la prévention des risques au sens large et des risques psychosociaux en particulier était vécue comme quelque chose qu'on subissait parce qu'il y avait des contraintes légales, il y avait des contrôles réguliers et donc on perdait quelque part l'essence et le côté humain et positif de cette démarche de prévention. Et notre ambition ce soir, c'est de vous réconcilier avec la démarche. Je vais laisser la parole à Odile pour vous parler un petit peu du cadre légal. Voilà, et donc ici par rapport à cette partie-ci sur le cadre légal, donc le but n'est pas du tout de rentrer dans le détail du cadre légal, qui est évidemment plus riche et je ne pourrais pas le résumer ici en quelques minutes, mais malgré tout, on a quand même la chance en Belgique d'avoir un cadre légal assez complet et assez riche. Donc, une loi sur le bien-être au travail qui existe depuis 1996 suite à une directive européenne. Cette loi s'est enrichie au fur et à mesure des années et par rapport aux aspects psychosociaux qui nous occupent. On a eu en 1999 une convention collective par rapport au stress au travail, puis on a eu en 2002 les arrêtés royaux relatifs à la protection contre le harcèlement moral, sexuel, la violence au travail, puis on a évolué en 2007 vers la charte psychosociale au travail et en 2014 vers vraiment la démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc on voit quand même une évolution toujours continue en Belgique sur ces thèmes-là. Et donc maintenant, toute cette thématique, et pas que, on le verra juste après au niveau du bien-être au travail, sont repris dans le Code du bien-être au travail, qui va reprendre l'ensemble des textes relatifs à cette manière et qui va vraiment donner une vision préventive et une promotion du bien-être au travail. Et donc, c'est en ce sens-là que la Belgique est assez... fait partie vraiment des précurseurs en la matière. Et donc, c'est vrai qu'au travers, je dirais, à la fois d'un cadre légal, c'est vrai qui définit, mais je dirais, des obligations, certains aspects peut-être plus contraignants pour les employeurs. Mais nous, comme l'a dit Valérie, on a vraiment l'ambition d'avoir un peu un autre regard. Bien sûr, il faut se mettre
en ordre avec la loi, mais on a surtout envie finalement d'inscrire la démarche dans l'esprit de la loi, qui est vraiment l'amélioration du bien-être au travail, et de pouvoir vraiment voir finalement tous les bénéfices qui peuvent en découler. Par rapport à ce bien-être au travail, il est important de se mettre d'accord sur ce qu'on entend sur le bien-être au travail. C'est vrai que c'est parfois un thème un peu fourre-tout, le bien-être au travail. Donc ici, on est sous l'angle légal, la législation belge en la matière. Et donc, ce bien-être au travail est à chercher au travers de mesures de prévention qui ont trait à 7 domaines, qui ont les 7 domaines que vous voyez affichés à l'écran. Ce sont le domaine de la santé, la sécurité, l'ergonomie, l'hygiène, les aspects psychosociaux qui vont nous occuper ce soir, l'embellissement des lieux de travail, et également les mesures relatives à l'environnement qui vont exercer une influence sur les 6 autres domaines. Et donc ça, c'est vraiment important que, voilà, dans notre contexte aujourd'hui, ce soir, quand on parle de bien-être au travail, ça s'inscrit dans cette législation-là. Et donc, nous, on est plutôt focalisé sur les aspects psychosociaux au travail par rapport à ce qui nous occupe ce soir. Alors, Odile vous a parlé des différentes évolutions de cette loi bien-être et en particulier en ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui les aspects psychosociaux du travail. Une de ces évolutions, une des dernières évolutions de 2014, c'est vraiment qu'on puisse appréhender les aspects psychosociaux du travail exactement de la même façon que les autres domaines. On ne les traite pas comme un risque séparé, c'est un risque qui est mis sur le même pied que les risques pour la santé ou pour la sécurité. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on doit, ce qui est affiché un peu barbare à l'écran, qu'on appelle le système dynamique de gestion des risques, c'est la façon dont le législateur demande que soient abordés les risques au travail. Et donc, tout employeur doit, avant même de mettre qui que ce soit au travail dans son entreprise ou dans son organisation, réaliser ce qu'on appelle une analyse des risques. Donc, il doit vérifier si je mets cette personne dans cette situation de travail-là, à quel risque elle va être soumise pour sa santé, pour sa sécurité, en termes d'ergonomie, en termes d'hygiène et au niveau des aspects psychosociaux du travail. Et donc, une fois qu'il a fait cette analyse des risques, il va devoir élaborer une politique de prévention qui devra impérativement privilégier les mesures collectives avant les mesures individuelles. Donc, on va plutôt, de façon primaire, essayer d'écarter le danger quand c'est possible plutôt que de mettre des protections individuelles aux travailleurs pour pas qu'il y ait de conséquences. Et cette politique, il va devoir tous les 5 ans la traduire dans ce qu'on appelle un plan global de prévention, qui est vraiment l'intention de l'employeur pendant les 5 prochaines années pour tout ce qui touche à la prévention des risques en général. Et chaque année, il devra opérationnaliser les objectifs du plan global de prévention dans un plan d'action annuel. Sur base de l'analyse des risques qui doit être renouvelée, bien sûr, pour vérifier comment évoluent ces risques. Donc ça, c'est le principe. Odile, je ne sais pas si tu as envie de compléter ça, ou en tout cas, au moins de nous expliquer, puisqu'on parle de risques psychosociaux au travail, ce que le législateur entend par risques psychosociaux au travail. Oui, effectivement. Et là aussi, c'est important de savoir qu'en Belgique, on a une définition légale de ce que sont les risques psychosociaux au travail. Tu joues avec ta souris? Je joue avec ma souris, j'essaie de récupérer ma souris sur mon écran. Je n'arrive pas. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, j'ai réussi. Donc, les risques psychosociaux au travail, donc là, de nouveau, on est dans le cadre de la législation belge en la matière. Et donc là, le législateur l'a défini comme la probabilité qu'un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage psychique pouvant s'accompagner d'un dommage physique suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail, des relations interpersonnelles au travail, qui comportent objectivement un danger et sur lequel l'employeur a un impact. Et donc, c'est vrai que c'est une définition assez complète. On a mis en gras certains mots et ils sont vraiment importants parce que la probabilité que un ou plusieurs travailleurs subissent. Donc, on a vraiment cette dimension soit individuelle, soit collective par rapport au fait de subir un dommage
psychiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dommages psychiques? Ça peut être l'irritabilité, ça peut être des angoisses, ça peut être des troubles de la concentration, ça peut aller jusqu'à la dépression, au burn-out, ça peut être aussi des états de stress post-traumatique, etc. Mais donc, c'est vraiment qu'ils subissent un dommage psychique, pouvant s'accompagner d'un dommage physique. Et donc, au niveau des dommages physiques, ça peut être des problèmes de sommeil, ça peut être de l'hypertension, des palpitations, des problèmes gastriques, intestinaux, des maux de tête, etc. La liste peut être très longue. Et donc, c'est vraiment important que ces deux éléments soient mentionnés. Par rapport aux 5 éléments auxquels, finalement, les 5 composantes auxquelles il peut être exposé, on le verra juste après un petit peu plus en détail, mais donc on voit quand même que ça couvre beaucoup d'aspects du travail et qui comporte objectivement un danger et sur lequel l'employeur a un impact. C'est bien sûr aussi important. On va au-delà, je dirais, de la subjectivité ou de la sensibilité d'un travailleur par rapport à peut-être une difficulté. Donc, chaque mot est vraiment important et cette définition, finalement, elle va nous servir de fil conducteur à la fois pour faire de la prévention, pour évaluer également ces risques. Donc, ces 5 composantes, on va les retrouver dans les analyses de risques psychosociales. Ce sont les composantes qu'on va aller explorer. Et si on les regarde un petit peu plus de près, ces cinq composantes des risques psychosociaux au travail. Il y a l'organisation du travail, donc ça c'est vraiment la structure de l'organisation, c'est les procédures de travail, c'est la collaboration entre les services, c'est les outils de gestion, donc c'est vraiment l'organisation au sens large. On a les conditions de travail qui sont plutôt les modalités d'exécution du travail, donc que ce soit au niveau du contrat de travail, du type d'horaire, les plans de formation, les possibilités de carrière, etc. On a le contenu du travail qui, là, ce sont vraiment les tâches du travail. C'est la nature du travail, sa complexité, sa charge mentale, sa charge émotionnelle éventuellement, la charge physique, l'intensité, etc. Les conditions de vie au travail qui vont être plutôt liées à l'environnement physique. Donc, ça peut être l'aménagement des lieux de travail, les équipements, le bruit. Les micros qui fonctionnent pas. Voilà, par exemple. Ça, c'est clairement des éléments de conditions au travail de ce soir. La table qui grince. Si on devait y travailler tous les jours, peut-être que ça nous perturberait. Ça nous taperait sur les nerfs, disons-le. Probablement. Et tout ce qui va être de l'ordre des relations du travail, donc les rapports sociaux, que ce soit entre les collègues, avec la ligne hiérarchique, entre les groupes, entre les services. Donc ça, on voit au travers de ces 5 composantes, mais que finalement, ça touche l'ensemble des éléments du travail. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que finalement, toutes ces sources de risques psychosociaux, elles sont en interaction les unes avec les autres, elles s'influencent les unes et les autres, et qu'aussi finalement, si je prends l'exemple d'un travailleur où il y a de bonnes relations dans son équipe et qu'il y a un changement d'outils ou de procédures qui est mis en œuvre, il y a de grandes chances que ce travailleur vive mieux le changement que s'il est dans une équipe où, par exemple, les relations sont très mauvaises, où il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de confiance entre les membres de l'équipe. Et donc, du coup, c'est vraiment important d'avoir cette vision globale sur la situation et d'avoir toujours bien en lien que, voilà, il y a cette interaction et le côté positif aussi de ces interactions. Alors, on peut voir le côté négatif quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais on peut le voir aussi comme un levier quand on agit sur une des composantes. Finalement, ça risque probablement d'avoir des effets sur d'autres composantes de ces risques psychosociaux au travail. Donc, c'est autant des sources de danger que des leviers pour mettre en place des actions de prévention. Et donc, ces 5 thématiques-là, c'est vraiment ce que, si vous avez déjà soit fait ou participé à d'analyses de risques psychosociales au travail, mais c'est en général sur ces 5 thèmes-là que portent les différentes questions sur lesquelles vous êtes interrogé. Oui, et le fait d'aborder les risques psychosociaux comme des risques parmi les autres risques, ça permet également d'avoir cette vision globale et de tenir compte des interactions. Parce que si le conseiller en prévention de sécurité propose qu'on occulte la fenêtre parce qu'elle est trop exposée et que ça pourrait créer des problèmes de sécurité, je ne sais pas, j'invente un exemple, eh bien, on pourrait imaginer que la sécurité est augmentée, mais que le bien-être psychosocial ou la santé soit impacté
parce qu'il y a moins de lumière, c'est moins joli, c'est moins agréable comme cadre de travail. Et donc, vraiment, quand on aborde les risques au travail au sens large, que ce soit les risques psychosociaux ou les autres, il y a une nécessaire réflexion à avoir sur l'interaction entre ces différents facteurs. Et dans ce que Gilles a dit, ce qui est essentiel, c'est que nous, on préfère parler des aspects psychosociaux du travail que des risques psychosociaux au travail, parce que les aspects psychosociaux du travail sont d'incroyables leviers pour créer l'engagement, créer la motivation, créer la satisfaction. Et donc, quand on soigne les aspects psychosociaux du travail, non seulement on prévient les risques, mais en plus, on peut améliorer toute une série de paramètres qui renforcent le lien entre le travailleur et son employeur. Parce que aussi, effectivement, là, c'est le côté levier et c'est comme tu dis, nous, on préfère cette dimension plus positive des aspects psychosociaux. Mais c'est vrai qu'au travers de cette notion de risque, si on met un petit spot sur finalement les conséquences que ça peut avoir quand, je dirais, les risques psychosociaux sont là et que finalement on risque d'avoir des dommages ou des conséquences négatives, elles peuvent s'exprimer à différents niveaux. Comme au niveau individuel. Ouais. Voilà. Alors, pour terminer cette introduction plus conceptuelle, il me semblait vraiment essentiel de vous sensibiliser à quelles sont les conséquences des risques psychosociaux si on n'en tient pas compte et qu'on ne met pas en place des mesures pour ne pas laisser le dommage arriver. Et donc, en ce qui concerne les conséquences individuelles, on voulait céder la parole. Alors, on a une petite séquence vidéo à notre collègue Martine Hennuy. Martine est une collègue du CFIP qui est spécialiste dans la gestion du stress et en particulier experte dans le domaine du burn-out, de la prise en charge du burn-out et de la prévention du burn-out. C'est d'ailleurs une des intervenantes qui intervient dans la formation personne de confiance pour parler de tous les risques psychosociaux et de tout ce qui est stress et burn-out en particulier. Je te laisse lancer la vidéo. Je lance la vidéo. Voilà. Sur le plan individuel, le stress va avoir toute une série d'effets délétères pouvant occasionner des problèmes de santé relativement importants. Il va se manifester par des symptômes physiques, émotionnels, cognitifs, qui peuvent avoir un impact sur le relationnel, qui peuvent perturber les relations au travail. Et qui peuvent amener vraiment la personne à ne plus être en capacité. Sur le plan individuel, le stress va avoir toute une série d'effets délétères pouvant occasionner des problèmes de santé relativement importants. Il va se manifester par des symptômes physiques, émotionnels, cognitifs, qui peuvent avoir un impact sur le relationnel, qui peuvent perturber les relations au travail et qui peuvent amener vraiment la personne à ne plus être en capacité à travailler de par des problèmes de mémoire, d'attention, des problèmes, des difficultés à prioriser le travail, des difficultés à organiser son temps. Et donc, tout ça peut déboucher à long terme sur l'installation d'un burn-out qui va se mettre en place sur le long cours. Un burn-out ne s'installe pas du jour au lendemain. Donc, on dit qu'a priori, un burn-out s'installe lorsqu'on est soumis à un stress permanent pendant plus de 6 mois, mais un burn-out peut parfois s'installer sur plusieurs années. Il y a lieu vraiment d'avoir une grille de lecture relativement systémique et de ne pas stigmatiser les causes du burn-out uniquement sur l'individu, mais d'avoir vraiment une vision systémique et de prendre en compte également les aspects organisationnels dans la compréhension de ce burn-out.
Donc, il y a lieu d'agir en prévention parce qu'une fois installé, il va y avoir beaucoup plus de dommages et ça va avoir des conséquences lourdes et pour la personne et pour l'entreprise. Nous proposons un accompagnement spécifique pour les personnes en burn-out, que ce soit en individuel ou en groupe, et également des formations pour les responsables d'équipe, les managers et les travailleurs. Donc, je disais sur cette dia-ci, je reprends de façon un peu structurée ce que Martine nous a partagé dans sa vidéo, dans son témoignage. Et donc, de dire que si on prend aujourd'hui beaucoup de temps et d'attention sur la prévention des risques psychosociaux au travail, c'est parce qu'on sait les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la santé des travailleurs, les conséquences psychiques et physiques. Et donc, bien sûr, on a les conséquences classiques du stress, hein, les maux de ventre, les tensions dans la nuque, les maux de dos, les migraines, les problèmes digestifs, les troubles du sommeil, la fatigue, l'hypertension. Enfin, on a plein de conséquences au niveau physique. Martine les a abordé aussi toutes les conséquences psychiques, hein, que ce soit cognitives ou émotionnelles, tout ce qui est irritabilité, cynisme, mais aussi troubles de la mémoire, troubles de la concentration, angoisse, dépression, sentiment d'infériorité. On a vraiment un très très large panel de conséquences psychiques. Et ces deux états de fait, on est fatigué, on a mal partout, on est irritable, bien sûr, ça va nuire à nos relations interpersonnelles. Et donc, on va avoir des conséquences au niveau des équipes, au niveau de la famille, au niveau des amis, parce qu'on va avoir un comportement plus méfiant, on va s'isoler, on va éventuellement perdre sa spontanéité dans les rapports sociaux. Et donc, un impact plus large au niveau organisationnel et collectif, dont Martine a déjà parlé, et c'était une belle transition vers le slide suivant. Oui, parce que effectivement, donc ces conséquences plus individuelles, mais il y a aussi des conséquences au niveau organisationnel, donc au niveau plus du collectif de travail, hein, par rapport à ces risques psychosociaux, que ce soit, je dirais là, c'est une série d'exemples qui sont donnés, hein, il peut y en avoir encore beaucoup d'autres, hein, mais une diminution de la qualité du travail, une augmentation des erreurs, une augmentation des accidents du travail, une baisse de la motivation, une baisse de l'engagement, un absentéisme qui augmente. On peut aussi avoir un turnover plus important dans les organisations, des intentions de quitter qui augmentent, des ambiances de travail qui sont plus tendues, des conflits plus importants qui vont vraiment avoir un impact aussi sur la productivité, sur la performance des organisations ou des équipes. Ça peut aussi, il y a malheureusement quelques exemples de sociétés qui ont eu des retombées évidemment assez néfastes aussi par rapport à leur image, parce qu'ils n'avaient pas, je dirais, suffisamment mis des choses en place pour prévenir les risques psychosociaux au travail. Donc, c'est vraiment important d'avoir conscience que même si peut-être que parfois ça va d'abord se manifester au niveau individuel, eh bien, je dirais, les conséquences ne s'arrêtent pas au niveau individuel, au niveau du travailleur. Ça a aussi des répercussions au niveau de l'organisation du travail, au niveau du collectif de travail. Et donc, c'est vraiment, je dirais, très, très important de faire de la prévention en amont, parce que ça évite évidemment la dépense de beaucoup d'énergie, de temps et d'argent aussi, à ensuite devoir quelque part rattraper et essayer de remettre, je dirais, en place une bonne ambiance de travail, un bon niveau de collaboration, parfois aussi des conséquences en termes d'accidents du travail qui peuvent parfois être lourdes de conséquences. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Valérie. Non, alors, je vais dire non, mais en fait, oui, j'ai toujours un truc à dire, c'est bien. Mais une fois encore, hein, vous l'aurez compris, Odile et moi, on veut vous inviter à avoir une approche plus positive des aspects psychosociaux du travail. Quand on parle de retombées néfastes sur l'image de l'entreprise, bien sûr, il y a des entreprises qui sont célèbres pour leur mauvaise gestion des risques psychosociaux, mais on connaît aussi des organisations qui ont une image au contraire très positive sur la façon dont ils prennent soin de leurs travailleurs. Et donc, prendre soin des aspects psychosociaux du travail, prendre soin des travailleurs qu'on occupe, ça a aussi ça va avoir des retombées positives pour l'image de l'organisation.
Tout à fait. Et pour l'attraction aussi, on sait aujourd'hui que voilà, par rapport à l'attraction des talents, ben, c'est aussi un élément auquel je dirais les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui ont envie de changer de travail sont attentifs. Et donc, du coup, ben, ça fait vraiment le lien aussi sur l'approche qu'on a envie de vous proposer. Et donc, je vais redonner la parole à Valérie qui va vous en dire un petit peu plus. Donc, vraiment, nous, on s'est fixé comme objectif ce soir de vous démontrer qu'il y avait moyen de maîtriser les aspects psychosociaux du travail plutôt que de subir les risques psychosociaux. Et donc, voilà, on avait envie, dans cette partie-ci, il nous reste encore, malgré les problèmes techniques, je vois, on a encore 20 bonnes minutes, donc ça, c'est bien, de pouvoir partager avec vous voilà, la façon dont nous, dans les coachings individuels qu'on peut faire ou dans les interventions de consultance qu'on peut faire au niveau des organisations, voilà un petit peu ce sur quoi nous, on se base pour voilà, proposer des pistes. Et donc, c'est vraiment une approche, je dirais, empirique. Voilà. Donc, c'est vraiment basé sur notre expérience. Alors, on n'a pas fait une validation scientifique, mais je pense qu'on a suffisamment de recul que pour savoir qu'en tout cas, ça a déjà fonctionné. Donc, on est parti du postulat que l'ajustement entre le travailleur et son environnement de travail, donc les 5 composantes du travail dont on vous a parlé, elle est permanente. Donc, au quotidien, quand je viens travailler, je m'adapte s'il y a un changement d'outil, s'il y a un nouveau collègue, s'il y a un collègue absent, je m'ajuste en fonction des nouvelles contraintes ou des nouvelles ressources qui se présentent à moi dans mon environnement de travail. Et donc, quand on veut aborder la prévention des risques psychosociaux au travail, on doit s'inscrire dans cette continuité. Et donc, on vous l'a montré, le système dynamique de gestion des risques tel qu'il est prévu est quelque chose de très périodique. Et donc, de façon périodique, inscrite tous les 5 ans dans le plan global de prévention, tous les ans dans les plans d'action annuels, régulièrement dans les analyses des risques, qu'elles soient a priori ou d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté. Si vous avez vraiment envie de savoir ce que c'est, venez à une de nos formations plus élargies sur les aspects psychosociaux du travail. Mais en tout cas, tous ces moments périodiques ou fixés dans le temps, bien sûr, restent essentiels. Mais entre ces moments-là, on peut avoir une démarche continue, d'être attentif de façon continue à la façon dont l'ambiance psychosociale évolue dans son organisation. Et je vais peut-être laisser… Oui, et par rapport à celui-là dont on est parti, c'est de se dire finalement, comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Et donc, c'est l'approche de prévention continue qu'on souhaite vous proposer ce soir. Alors, c'est une approche assez simple, mais aussi parfois ce qui est le plus efficace et le plus simple. Et donc, c'est vraiment cette idée d'adopter finalement une approche, une attitude au quotidien qui va vraiment contribuer de manière efficace et régulière à la prévention des risques psychosociaux au travail. Et c'est une approche qu'on a imaginée en 3 temps. Une première étape qui est écouter. Alors on verra, j'ai présenté de manière un peu générale et on va aller explorer chacune des étapes, mais donc c'est vraiment écouter, s'ajuster et informer avec un côté très dynamique dans cette approche et très continue. Et donc, je vais pas aller un peu plus loin. Je vais pas aller plus loin maintenant. On va rentrer dans chacune des étapes et ce sera sans doute plus clair. Mais c'est vraiment, en tout cas, le message ici, c'est quelque chose de continu, de dynamique et d'assez simple. Simple, mais pas simpliste. Et je pense qu'il faut pas… ça peut paraître bateau, mais je pense que c'est utile de pouvoir se raccrocher à ça quand on fait un petit pas de recul, pour se dire tiens, où j'en suis, quoi. Tout à fait. Et je dirais que j'aime bien ta précision, simple mais pas simple. Et donc par rapport à cette première étape qui est écouter, alors écouter, ça peut être, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce verbe-là. Nous, ce qu'on y voit, c'est vraiment une compétence essentielle dans la vie de l'entreprise, chez les individus qui la composent, que ce soit les travailleurs, les managers, l'employeur, les ressources humaines. Et c'est vraiment
une compétence essentielle, et donc en précisant qu'on est vraiment au niveau de l'écoute active, qui est évidemment une compétence clé, je dirais, par rapport à la prévention des aspects psychosociaux au travail. Et donc ici, on a encore une petite vidéo à vous montrer, donc j'espère qu'on aura moins de soucis techniques pour récupérer le son. Donc on a au CFIP Marc Drez, qui est vraiment spécialiste de tous ces aspects de communication, d'écoute active, qui intervient également dans notre parcours de formation pour les personnes de confiance. Et donc, je vais lui donner la parole. Donc, c'est aussi une petite capsule vidéo. Donc, voilà, on maîtrise un petit peu mieux, on diminue le son, je lance la vidéo. Après, l'audio. Marc est figé. Ouais. En tant que manager, personne de confiance, conseiller en prévention ou responsable RH, vous vous intéressez à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux. Parmi les compétences requises pour assurer l'efficacité de cette gestion, la communication interpersonnelle occupe une place significative. Vous le savez bien, la qualité de la relation avec le travailleur, la relation de confiance, contribue à l'efficacité de vos interventions. Par exemple, un travailleur peut se plaindre uniquement parce qu'il a le sentiment de ne pas avoir été entendu ou de ne pas avoir été écouté. Les habiletés relationnelles dont nous parlons s'apparentent à votre capacité d'écouter le travailleur. Il existe bien sûr des techniques de communication, des trucs et ficelles que nous pouvons apprendre, mais l'écoute active s'inscrit radicalement dans le savoir-être. Quelles sont les composantes de ce savoir-être ou de ce savoir-être en relation? Si l'on s'en réfère à des auteurs comme Carl Rogers ou Robert Kharkov, nous mettrons d'abord en évidence la notion d'empathie, la capacité de comprendre le monde de l'autre tel qu'il l'éprouve, ainsi que le respect, c'est-à-dire la considération positive inconditionnelle pour la personne, et l'authenticité, la cohérence, l'assertivité, l'intégrité. Les attitudes facilitatrices que je viens de citer, l'empathie, le respect, l'authenticité, conditionnent la possibilité de mettre en œuvre des attitudes plus activantes, comme le fait, par exemple, d'expliciter une contradiction chez l'interlocuteur, c'est-à-dire de le confronter, comme on dit. Les attitudes et les aptitudes personnelles constitutives de l'écoute active sont des habiletés que nous pouvons exercer au quotidien, la plupart d'entre nous. Nous pouvons, ou vous pouvez bien sûr, souhaiter les revisiter ou les approfondir dans le cadre des missions qui sont les vôtres. Voilà, merci Marc pour ta vidéo. J'espère que le son est de retour. Non. Amélie de Patient, c'est bon? Ok. Donc, la démarche d'écouter est donc vraiment celle de prendre le temps de comprendre, comme dans la démarche d'analyse des risques, d'analyse des risques en général, psychosociaux en particulier, analyser, quoi. Et vraiment essayer d'écouter de façon active et impliquée pour comprendre. Et à partir de là, la deuxième étape, s'ajuster, sera possible. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'ajuster? Alors, au niveau d'un entretien interpersonnel, s'ajuster, c'est pouvoir comprendre le cadre de référence dans lequel s'inscrit l'autre, quelles sont ses valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour lui, qu'est-ce qu'il entend par certains mots qui n'appartiennent peut-être pas à votre vocabulaire professionnel commun. C'est aussi pouvoir identifier ses préoccupations, ses attentes, ses besoins. Je pense à une situation d'un travailleur qui a une directrice qui a tout fait pour que sa
ça se passe mieux pour lui, voyant qu'il était dans la détresse, et au point que la directrice dit qu'elle s'était épuisée elle-même au travail à essayer de mettre en place des choses pour que ça aille mieux pour lui. Et lui, tout ce que sa directrice a fait pour essayer de lui simplifier la vie n'ont été perçus que comme des contraintes en plus. Et donc, parfois, si on passe par si on zappe l'étape écouter, on peut pas s'ajuster correctement. Si on n'a pas entendu, si on observe que l'autre ne va pas bien, mais qu'on n'essaie pas d'analyser pourquoi il va pas bien, on risque de déployer, comme cette directrice, des efforts, de l'énergie, des moyens qui vont pas dans le sens nécessaire pour répondre à ce qui est présent à ce moment-là. Et donc, s'ajuster, c'est vraiment pouvoir identifier. Tiens, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois communiquer? Quels sont les freins éventuels avec lesquels desquels je dois tenir compte ou que je dois lever avant de pouvoir continuer? Quelles sont les ressources dont la personne en face de moi ou l'équipe en face de moi a potentiellement besoin? Ça nécessite aussi de pouvoir être conscient de ses propres préjugés et de pouvoir s'en départir et aborder la situation avec une grande neutralité. Tout à fait. Et donc, c'est cette étape qui est clairement liée en tout cas, pouvoir la faire de manière efficace, liée à cette étape d'écoute active. Il y a cette phase de s'ajuster. Et puis après, la troisième étape qui est d'informer. Et en fait, informer, c'est pas dans l'idée de simplement transmettre une information, c'est d'aller au-delà. Et quand on dit au-delà, ça peut être en clarifiant des attentes, en formulant des demandes claires, en donnant du feedback constructif, en informant sur le fonctionnement d'un service, d'un outil, en informant sur les perspectives de changement, d'évolution, de carrière. Et donc, c'est vraiment important d'aussi prendre du temps pour informer, pour être très clair et transparent, parce que c'est aussi parfois une étape qui peut être aussi un peu zappée, se disant ça semble tellement évident que j'ai pas besoin de le formuler, j'ai pas besoin de l'exprimer, et donc ça c'est vraiment important aussi d'allier, je dirais, cette étape d'informer dans cette boucle. Et par rapport à ce système, je dirais qui est continu, au même titre que la prévention. Ce qui est aussi important de relever, c'est que finalement, on va peut-être pas toujours rentrer dans cette dynamique par la porte écoutée. On va peut-être rentrer par d'abord la porte qui va être informée. Et puis finalement, on va pouvoir écouter activement, s'ajuster, réinformer. Donc ça, c'est aussi important par rapport à cette dynamique, que c'est effectivement une dynamique et que parfois aussi, peut-être certaines étapes vont finalement, on va peut-être passer très vite de l'une à l'autre. Donc il y a peut-être pas non plus toujours un côté très très formalisé dans très dans séquentiel. les étapes. Ça voilà, peut voilà. Ça fait le côté séquentiel, c'est encore plus juste. Et donc ça, c'est vraiment aussi important, je dirais, par rapport à l'approche, je dirais qu'on préconise, de tenir compte de cet aspect-là. Et après, maintenant, c'est finalement de voir comment mettre ça en perspective, comment mettre ça en musique, comment est-ce qu'on applique ça dans le quotidien, dans nos quotidiens, dans vos quotidiens au niveau de la vie professionnelle. Et donc là, par rapport à cette mise en perspective, ce qu'on propose, peut-être que certains d'entre vous auront reconnu la grille d'Arduino, voilà, une inspiration simplifiée de grille d'analyse, parce que c'est vrai que l'approche qu'on vous a présentée, donc écouter, s'ajuster, informer, peut donner l'impression finalement qu'elle ne s'applique qu'à un niveau individuel, qu'on est fort centré sur l'individu. Et donc, nous aussi, on propose de pouvoir finalement l'envisager à différents niveaux. Et donc, c'est pour ça qu'en reprenant finalement cette version un peu simplifiée de la grille d'Arduino, c'est de dire, non, il y a bien sûr le niveau individuel, mais pas que. Il y a au niveau de l'équipe et il y a au niveau de l'organisation. Alors maintenant, finalement, comment on fait? J'ai même envie de dire, il y a d'abord le niveau organisationnel, ensuite le niveau de l'équipe, ensuite le niveau individuel. On s'inscrit vraiment dans l'esprit de la loi bien-être et dans la logique de la prévention commence par le collectif. Mais donc au niveau organisationnel déjà, on peut appliquer ce principe de prévention continue en écoutant. On peut même éventuellement observer, écouter ce qui nous revient du terrain, observer, écouter,
s'ajuster et informer. Alors, il y a bien sûr de façon périodique et structurée l'analyse des risques. Et donc, ça, c'est vraiment un moment où on analyse, donc on écoute, on essaye de comprendre ce qui se passe et de faire correspondre les besoins de l'employeur et les difficultés rencontrées par les travailleurs, puisque le but de l'analyse des risques, finalement, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut mettre au travail les travailleurs dans les meilleures conditions possibles pour leur santé et leur sécurité. Donc, on s'ajuste et on informe des mesures qu'on va prendre. Donc, l'analyse des risques, ce qu'on propose de faire pour les aspects psychosociaux, c'est de garder cette démarche-là et de la faire de façon plus continue, plus souple, au fur et à mesure, de façon intégrée aux attitudes managériales. Et donc, je pense que, alors, c'est peut-être pas le lieu ici, il ne nous restera probablement pas assez de temps, mais une des choses que nous développons au CFIP, c'est de pouvoir former des leaders à mettre en œuvre des attitudes managériales qui vont en elles-mêmes prévenir les risques psychosociaux au travail. Et donc, on avait envie de... on n'aura pas le temps d'évoquer en détail, mais quand on gère les changements, par exemple, si on prend la référence de l'auteur de Barret, qui proposait un modèle qu'on appelle le modèle des phases de préoccupation, et qui dit, voilà, quand je mets en œuvre un changement organisationnel, c'est important que je sache où en sont mes travailleurs pour ajuster ma communication aux préoccupations qui sont les leurs à ce moment-là. S'ils sont encore dans une phase de rejet complet du changement, dans cette espèce de phase de déni, on n'a juste pas envie que ça change, ça sert à rien de communiquer sur toutes les nouvelles perspectives qui s'ouvriront à nous grâce à ce changement. Ça, c'est des choses qui viendront plus tard, lorsque la phase de préoccupation sera déjà à un niveau qui aura dépassé la première phase de rejet de la croyance de ce changement. Oui, et donc c'est vrai que c'est pas les bons mots, non, mais du coup c'est vrai que par rapport à un modèle comme celui-là de gestion du changement et des phases de préoccupation, mais on trouvait que ça illustrait assez bien tous ces moments finalement d'ajustement qui passent d'abord par une phase finalement d'écouter quelles sont les préoccupations des travailleurs, des collaborateurs, de s'ajuster et ensuite de les d'informer, de donner les informations qui sont nécessaires. Donc ça, c'est au niveau de l'organisation. Au niveau de l'équipe, mais là, on a encore et c'est la dernière, encore une petite capsule vidéo de Catherine Bardiot, qui fait également partie de l'équipe du CFIP, qui est formatrice, coach et spécialisée dans tous les aspects liés au leadership, qui intervient aussi dans la formation bien-être au travail certifiant dont on vous parlera juste après, et qui va donner un éclairage sur au niveau de l'équipe finalement de ce que peut apporter cette approche de prévention continue. Donc, je vais lancer la vidéo en ajustant le partage de l'audio. J'ai nouveau perdu ma souris. Je partage l'audio. Alors, comment se mettre à l'écoute de son équipe? Et je dirais que ce qui est intéressant d'abord, c'est de se demander ce qu'on va écouter. Et donc là, je vois 3 dimensions. La dimension de la personne, comment la personne se sent, de quoi elle a besoin pour fonctionner, quelles sont ses aspirations pour être bien dans une organisation. Et puis, il y a la dimension du travail, où là, on va être sur le contenu, sur les idées, sur la manière de fonctionner, sur les compétences aussi, et les aspirations, là, cette fois-ci, par rapport au travail en lui-même. La 3e dimension, c'est la dimension du collectif. C'est dans quelle mesure les membres de l'équipe se sentent appartenir à un collectif, dans quelle mesure ils sentent qu'ils ont une place dans cette équipe. Donc, la personne, le travail, le collectif. Ensuite, il est intéressant de se demander à quel moment écouter les personnes. Et là, ça commence dès le recrutement. Je vois beaucoup de directions, d'organisations qui font des recrutements sans réellement interroger les candidats. Alors que je pense que dans un moment de recrutement, ça va dans les deux sens. Les deux ont intérêt à se demander si ils vont choisir la bonne personne en face. Et donc, le recrutement, c'est vraiment un moment où il est intéressant de prendre du temps pour interroger la personne sur ce qu'elle cherche et ce qui va faire qu'elle sera bien dans cette organisation.
Ensuite, il y a toute la vie du salarié avec l'accueil, avec la pratique du rapport d'étonnement, qui est une très chouette pratique pour profiter d'un regard neuf, avec les moments de duo entre le responsable et les membres de son équipe, le cycle d'évaluation aussi qui permet de se projeter, d'être plus sur la longueur, et puis les temps d'équipe pour lesquels il est intéressant de se former à l'animation de réunion pour être vraiment à l'écoute dans ces moments-là aussi. Les retours de maladie, d'absence de longue durée, voilà, tous les petits moments ou les grands moments intéressants dans la vie d'un salarié, jusqu'au départ. Ça, c'est aussi un moment qu'on néglige souvent, qui est le fait de s'arrêter au moment où une personne s'en va pour dialoguer avec cette personne, lui faire un retour sur comment ça s'est passé pour elle dans l'organisation, et aussi pour entendre son retour à ce moment-là, peut-être ses recommandations, pourquoi pas, dont on pourrait profiter comme organisation. Et c'est aussi un moment où c'est intéressant d'écouter toute l'équipe, ou en tout cas d'y être attentif, pour pouvoir vérifier comment ça se passe au niveau des personnes, du travail et du collectif au moment du départ. Alors, pour terminer, je dirais que ce qui est hyper important quand on est à l'écoute de son équipe, c'est de ne pas confondre l'écoute et la prise de décision tous ensemble. Ce n'est pas parce que je vais écouter mon équipe que je dois être tout le temps en concertation avec l'équipe. Ce qui est important, c'est que ce soit clair. Ce qui frustre les gens, ce n'est pas tant de ne pas avoir participé à la décision que d'avoir cru qu'on y participait et puis que ce ne soit pas le cas. Et donc, c'est très important d'être au clair sur là où je veux emmener mon équipe, quels sont les objectifs, quelle est ma vision, quelles sont mes valeurs, etc. Et quel est le niveau d'implication de mon équipe dans tel ou tel sujet, parce que le niveau n'est pas toujours le même selon les différents projets, matières, etc. Mais voilà, être vraiment au clair sur ce que j'appelle le niveau de gouvernance. Voilà, il y a encore plein d'autres choses à dire. Et merci. Voilà, donc je reprends, j'espère que... Oui, donc je voulais aussi préciser que donc Catherine intervient en effet notamment pour tout ce qui est le développement de ces compétences managériales qui favorisent la prévention des risques psychosociaux. Tout à fait. Et donc, c'est dans ce que Catherine explique, à la fois elle parle de l'équipe, mais elle fait aussi un beau pont avec le slide suivant, qui est aussi finalement au niveau individuel. Et donc, elle a mentionné effectivement qu'il y a des moments plus formels, plus périodiques, où finalement cette approche de prévention continue peut se mettre en place. Et donc, soit l'accueil des nouveaux, les entretiens d'évaluation, de fonctionnement. Donc, je vais pas revenir sur ce que Catherine a dit, mais c'est vrai que au-delà de ces moments-là, nous, ce qui nous semble vraiment important dans cette démarche de prévention continue, c'est de l'inscrire dans finalement tous les petits moments du quotidien, de la vie professionnelle, de cette vie de tous les jours au travail, et par rapport à toutes finalement des opportunités, des occasions qui se présentent, que ce soit par rapport au fait de donner du feedback de manière régulière. Et là, c'est vrai que par rapport au feedback, on pourrait se dire, finalement, si je dois donner un feedback sur un de mes collaborateurs suite à une erreur ou à un incident, finalement, je vais d'abord l'informer, mais on peut aussi se dire, tiens, finalement, je pourrais d'abord commencer par l'écouter, qu'il m'explique un peu, finalement, selon lui, qu'est-ce qui s'est passé, quel est son vécu par rapport à ce qui s'est passé, et finalement, sur cette base-là, s'ajuster et pouvoir peut-être formuler du coup un feedback qui sera plus constructif et qui aura comme conséquence vraiment d'amener un changement de comportement, d'attitude ou peut-être plus de précision dans la réalisation de certaines tâches ou que sais-je. Donc ça peut être l'exemple du fait de donner un feedback. Et il y a aussi toute cette dimension finalement d'être attentif à toute une série de petits changements aussi qui peuvent, je dirais, se manifester au quotidien. Alors c'est vrai qu'on sort d'une période quand même un peu particulière dans le fonctionnement des équipes, l'organisation du travail, mais un de vos collaborateurs qui d'habitude est très participatif en réunion, qui finalement devient très taiseux ou devient très agressif dans sa manière de s'exprimer. Mais ça, c'est des éléments qui
qui doivent finalement un peu vous alerter, auxquels il est important d'être attentif. Quelqu'un qui est toujours très ponctuel, qui finalement devient qui arrive de plus en plus en retard. Donc, d'être attentif à tout ça et aussi d'oser finalement formuler les observations dans un but vraiment de créer un dialogue et de voir finalement, d'aller à l'écoute du travailleur, du collaborateur et de voir finalement quelles sont les possibilités de s'ajuster. Et on sait que par rapport, si on prend l'exemple de difficultés parfois personnelles, passagères ou exceptionnelles, le fait pour un travailleur de voir que son employeur finalement prend des mesures dans lesquelles quelque part il s'ajuste et qui permet aux collaborateurs peut-être de vivre plus facilement une période un petit peu difficile, ça a vraiment un effet positif tant pour la personne mais également pour ses collègues qui voient qu'en période parfois plus difficile, l'employeur peut aussi apporter un petit peu de souplesse et d'ajustement. Après, la liste peut encore être longue par rapport à tout finalement ce qui peut se passer au niveau individuel. Je ne sais pas si Valérie, tu voyais quelque chose. Alors, je sais qu'on a normalement atteint l'heure, mais comme on a eu des arrêts de jeu, on a le droit à un peu de prolongation, je crois. C'est pas la règle? Il n'y a pas de règle au webinaire. Voilà, j'instaure la règle. J'en ai pas pour longtemps. Ce que je veux préciser par rapport à ça, c'est qu'on a eu dans notre discours une démarche très orientée employeur et ligne hiérarchique. Et bien sûr, c'est parce que on a 1 heure, c'est un webinaire, mais le premier acteur du bien-être au travail, c'est le travailleur lui-même. Et donc, pouvoir être à l'écoute, s'ajuster et informer, c'est aussi une démarche de prévention continue que chaque travailleur peut mettre en œuvre dans sa relation avec ses collègues, dans sa relation avec sa hiérarchie, même dans sa relation avec ses clients, avec ses bénéficiaires, avec les tiers. Enfin, voilà. Donc, je pense que quand on parle du niveau individuel, on parle aussi de chaque travailleur qui peut essayer de se départir de ses a priori et des croyances que tout le monde sait et de prendre la peine d'écouter pour vérifier et la peine de verbaliser pour être sûr d'être compris. Combien de fois on n'a pas entendu un travailleur nous répondre quand on lui pose la question « Oui, mais votre chef, il connaît votre situation ?» Oui, il le connaît, tout le monde le sait. Mais non, tout le monde le sait. C'est pas une certitude que le responsable était au courant. Voilà. Alors, on passe encore un tout petit peu sur les ressources. Oui. Donc ici, un point et on arrive tout doucement au bout de la présentation, mais ça nous semblait aussi important de souligner qu'il y a toute une série de ressources internes qui existent par rapport à cette démarche de prévention continue, que ce soit les ressources humaines, services internes de prévention, services externes de prévention, personnes de confiance. Ça peut être aussi en fonction de vos organisations, des services psycho-médico-sociaux. Ça peut être aussi toute cette démarche un peu on va appeler co-développement ou travail un peu entre pairs qui se développe aussi de plus en plus dans les organisations. Et donc, c'est effectivement important de pas rester seul et de pas hésiter à aller finalement activer d'autres ressources internes en tant qu'employeur ou en tant que manager pour être épaulé finalement par rapport à toutes ces démarches de prévention continue, de pas hésiter à aller les solliciter ou de pas non plus hésiter à leur réserver bon accueil si elles viennent vous solliciter par rapport à la situation d'un travailleur. On sait que parfois, des petites demandes peuvent avoir des grands effets. Mais donc, c'est vraiment important, cette notion de ressources internes, parce que c'est vraiment une démarche qui implique différents acteurs. Alors ici, j'ai envie de faire la même remarque que tout à l'heure, mais dans l'autre sens, de la même manière que cette démarche de prévention continue, chaque travailleur peut l'appliquer pour lui-même. Cette démarche de prévention des risques psychosociaux, chaque membre de la ligne hiérarchique, chaque personne qui, d'une manière ou d'une autre, est responsable du bien-être des autres, il est aussi responsable de son bien-être à lui. Et je pense que c'est essentiel de ne pas s'oublier et de se souvenir que même si dans notre description de fonction, on est responsable d'une équipe et que donc on se préoccupe de savoir s'ils vont bien et s'ils ont tout ce qu'il faut pour bien fonctionner, cette question, c'est parfois mieux de se l'adresser à soi-même et même en premier. Si tu veux parler du marque Oxygène? Oui, j'ai une petite illustration, mais qui, je trouve, pour moi, vient bien s'appliquer à ce contexte-ci.
c'est quand, voilà, ça vous est sans doute tous arrivé, peut-être un peu moins récemment, de prendre l'avion. Mais donc, quand l'hôtesse ou les stewards donnent les consignes de sécurité avant le décollage par rapport au masque à oxygène, et là, le message s'adresse plutôt aux parents qui voyagent avec un enfant, c'est de dire, mettez d'abord le masque à oxygène chez vous avant de le mettre à votre enfant. Donc, ici, je ne peux pas de parallèle entre parents-enfants pour managers et collaborateurs, mais c'est plutôt cette idée que pour prendre soin de l'autre, il faut d'abord prendre soin de soi. Et si on veut aider, je dirais, les autres, il faut d'abord commencer par soi. Et je trouve que c'est une chouette petite image qui vient vraiment bien illustrer cette démarche et donc l'importance de ne pas s'oublier, parce que si on s'oublie, on ne va pas pouvoir prendre soin de l'autre, soin des autres. Et donc, vous avez plein de ressources en interne dont on vous a cité un certain nombre d'exemples, mais il y a aussi, bien sûr, toute une série de ressources externes. Alors, bien sûr, il y a aussi votre famille, vos amis, toute la vie sociale que vous pouvez avoir, et c'est très, très important, le soutien social dans la prévention des risques psychosociaux, et le soutien social et collégial de manière générale pour tout ce qui est risque psychologique, c'est vraiment essentiel, mais de manière plus professionnalisée ou de façon plus systématique, il y a toujours moyen de se faire coacher, de suivre une formation, de mandater quelqu'un pour une mission de consultance. Et donc, pour clôturer, et on l'avait promis et annoncé au début à l'invitation même du webinaire, on allait vous donner un rapide aperçu sur ce que le CFIP peut vous offrir à titre d'exemple, et après on répondra aux questions. Oui, tout à fait. Et donc effectivement, par rapport à cette offre de formation en matière de bien-être au travail, voilà, très rapidement, mais il y a une structure, donc il y a à la fois des formations certifiantes, on va vous en dire un petit mot plus en détail, il y a des formations courtes de 1 à 2 jours, un petit peu à la carte, en fonction, voilà, d'où vous vous situez, ce que vous souhaitez développer, et donc des formations courtes de 1 à 2 jours, et des formations aussi à la carte un peu plus spécifiques qui sont proposées avec pas mal de thématiques, que ce soit des thématiques plus en lien avec l'organisation du travail, mais aussi des thématiques par rapport au fait de prendre soin de soi. Et donc ça, on vous invite vraiment, on vous donnera les coordonnées juste après, d'aller visiter notre site avec l'ensemble des descriptifs, objectifs et contenus des formations. Mais ici, on voulait quand même vous en dire un petit mot plus en détail sur 2 formations certifiantes qui vont démarrer prochainement. La première, donc, qui est la formation bien-être au travail, qui est destinée plutôt aux employeurs, aux managers, aux responsables de lignes hiérarchiques, et qui est vraiment une formation, un parcours de 8 jours, assez complet, dont vraiment l'objectif, c'est de vous outiller, tant d'un point de vue plus théorique, mais également mise en pratique, avec 3 grands axes, qui est à la fois de connaître, mais aussi de comprendre les obligations légales en matière de prévention des risques psychosociaux, de voir comment les mettre en œuvre, de comprendre aussi comment les pratiques managériales, Valérie en parlait tout à l'heure suite au témoignage de Catherine, mais comment mettre en œuvre des pratiques managériales qui vont pouvoir contribuer à la prévention des risques psychosociaux, comprendre finalement comment est-ce que ça fonctionne, et puis finalement pouvoir développer ces compétences managériales et un style de leadership qui va venir soutenir cette démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc c'est une formation sur 8 jours qui s'étale dans le temps, parce que c'est vraiment important d'avoir cet échange, je dirais à la fois de ce qui est vu en formation, mais confronté à votre réalité de terrain, à votre pratique, au partage aussi avec les autres participants. Donc c'est pour ça que la formation démarre ici au mois d'octobre et s'étale jusqu'au mois de février, pour permettre vraiment, je dirais, d'enrichir au fur et à mesure de ce que vous allez découvrir et acquérir dans le parcours de formation, de pouvoir l'enrichir de votre pratique professionnelle et de pouvoir développer et pratiquer certaines choses. Et donc, c'est 8 jours de formation et 2 heures également de coaching individuel. Donc, ça, c'est une des formations certifiantes et qui commence, je pense, le 10 ou le 11 octobre prochain. Donc, il reste encore des places si vous souhaitez vous y inscrire. Et l'autre formation certifiante, et là, je vais laisser la parole à Valérie, qui est la formation personne de confiance. Donc, c'est c'est la formation personne de confiance qui répond à tous les critères prévus par le Code du bien-être au travail sur les qualités requises de la personne de confiance et comment doit s'organiser cette formation. D'ailleurs, on figure sur la liste que le SPF Emploi publie des organismes qui dispensent cette formation. Ce qui est comme particularité aussi FIP, c'est qu'elle est donnée par une équipe pluridisciplinaire. Donc, bien sûr,
jusqu'à présent c'était moi, mais ça pourrait être dans d'autres cas, Odile, on la donne de façon périodique, quelqu'un qui est conseiller en prévention psychosociale ou qui l'a été et qui peut vraiment baliser les questions de loi et qui a travaillé dans la matière, qui peut vraiment accompagner les personnes de confiance dans leur rôle de terrain. Et puis des personnes du CFIP, comme Martine, spécialisée dans les conséquences de ces risques psychosociaux pour sensibiliser aussi les personnes amenées à occuper cette fonction à développer des attitudes sur comment est-ce que je me comporte avec quelqu'un qui est en burn-out, comment est-ce que je gère quelqu'un qui est en pleurs et qui manifeste ses émotions. Marc Drez participe aussi à cette formation, notamment pour tout ce qui est comment mener un entretien, comment communiquer, comment écouter activement. Et alors, on a Jean Martens qui intervient aussi pour tout ce qui est conflit et gestion de conflit, et l'heure tourne à une vitesse folle. Mais en tout cas, si vraiment vous avez des questions sur cette formation, n'hésitez même pas à prendre contact par mail. On y répondra avec plaisir. Et du coup, on organise aussi les supervisions obligatoires pour les personnes de confiance déjà formées. Ouais. Et du coup, ça me fait penser, je ne l'ai pas précisé, mais donc pour la formation bien-être au travail, c'est aussi une équipe de plusieurs formateurs avec des profils différents. Donc, il y a entre autres Catherine Bardiot également qui participe, mais d'autres où chacun finalement intervient avec son domaine d'expertise pour vraiment aller vous donner les outils les plus adéquats et d'être vraiment dans quelque chose qui est dynamique et riche. Odile, pourrais-tu repréciser à qui est destinée cette formation? Donc, cette formation, la formation bien-être au travail, donc c'est soit pour des managers, responsables de la ligne hiérarchique, employeurs, ça peut être aussi des RH, mais donc on est plutôt par rapport à des personnes qui ont une responsabilité, soit d'équipe ou une responsabilité de direction. Qui portent une responsabilité en matière de bien-être au travail. On a aussi constaté sur le terrain que de plus en plus d'organisations désignent un responsable bien-être, qui bien souvent est quelqu'un pour qui l'offre de formation actuelle, il est ni conseiller en prévention, ni personne de confiance. Et donc, c'était de pouvoir aussi offrir à ces nouveaux acteurs-là une formation complète et adaptée à leur mission. Tout à fait. Ah, voilà, tu as remis tout l'agenda. Voilà, oui. Et donc, la formation bien-être au travail de 8 jours, donc elle débute le 11 octobre. La formation certifiante des personnes de confiance, la prochaine démarre le 22 novembre. Et donc, vous pouvez vraiment retrouver toutes les dates, toutes les infos sur les contenus, les objectifs, les publics, vraiment l'offre complète sur le site du CFIP, dont l'adresse est affichée ici en dessous. Et voilà, et si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur un parcours ou l'autre, n'hésitez pas, vous avez chaque fois aussi le nom du formateur qui est indiqué, ou à revenir vers Delphine, Valérie ou moi, on vous répondra avec plaisir. Et donc, on arrive avec un petit peu de retard, mais on y arrive à notre conclusion. Alors finalement, maîtriser ou subir les risques psychosociaux, Valérie? Je vais pas être. J'espère en tout cas que, à l'occasion de notre exposé, vous avez maintenant au moins l'envie de tenter l'expérience d'envisager les risques psychosociaux comme quelque chose auquel qu'on peut juste intégrer à son quotidien avec des attitudes qui soient ouvertes, bienveillantes, authentiques, pour reprendre un petit peu les principes de l'écoute active, et que vous ne vivrez plus la prévention des risques psychosociaux comme ça y est, il faut de nouveau envoyer le rapport annuel au SPF Emploi. Dit combien est-ce qu'on a eu de plaintes pour harcèlement cette année. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment une logique subie dont j'aimerais que vous puissiez sortir, et j'espère vraiment qu'on a pu au moins vous donner l'envie d'essayer. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. C'est un petit peu paraphrasé, mais c'est vraiment d'apporter cette contribution un peu plus positive à finalement une thématique qui est souvent vu comme une contrainte, et c'est vraiment cette idée, c'est pas nécessairement de pouvoir faire des choses en plus, mais c'est parfois de pouvoir les faire un petit peu différemment, ou en tout cas en portant aussi une attention ou une intention un peu plus particulière sur les personnes, les organisations, le fonctionnement. Et donc c'est vrai que si aujourd'hui on a réussi finalement à peut-être vous encourager à percevoir, ou en tout cas à ouvrir cette porte de perception un petit peu différente, on sera déjà très, très, très contente. Et donc ici, ça clôture la présentation. C'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard, mais en tout cas, il nous reste toujours un peu de temps pour les questions et les réponses. Donc, on va laisser Delphine, on va se tourner vers Delphine
pour avoir les questions. Je vais juste commencer par un petit commentaire qu'on vient de recevoir qui est Paris réussi. Donc, merci à la personne qui vient de mettre ce commentaire. On a plusieurs questions. Je vais commencer par les questions très pratiques qui viennent d'être abordées par rapport aux formations. Plusieurs demandent si le CFIP organise des supervisions pour les personnes de confiance qui ont été formées ailleurs que le CFIP. Tout à fait. Donc, la réponse est… Voilà. C'est même, enfin, je veux dire, c'est même, c'est pas vrai, mais au CFIP, on a cette croyance qu'au plus on est différent, au plus on s'enrichit les uns les autres. Donc, voilà, tout le monde est le bienvenu, évidemment. Est-ce que vous organisez des recyclages pour conseiller en prévention? Alors, c'est pour conseiller en prévention interne, sécurité, enfin, non, on n'a pas cet agrément-là. En tout cas, on n'a pas encore cette demande-là de façon, on n'a pas encore cette proposition-là dans nos formations programmées. Mais bien sûr, à la demande, on pourrait tout à fait imaginer d'intervenir. Alors, on a une autre question. Lors d'une analyse de risque RPS participative, comment faire comprendre aux travailleurs que ce qui pointe du doigt et qui ne donne pas satisfaction, l'employeur ne sait pas toujours l'ajuster à la hauteur de ses espérances? La NRIS-RPS ne risque-t-elle pas de donner beaucoup d'espoir aux travailleurs et au final, dans la mise en place des mesures de décevoir les travailleurs? Moi, j'adore cette question parce qu'en effet, je pense je te cède la parole après, je suis trop enthousiaste, mais je pense que parfois, entamer une analyse des risques, il faut mesurer qu'on va susciter des attentes. On suscite toujours des attentes quand on entame tout, un questionnaire de satisfaction, une enquête de motivation. Et donc, c'est important dès le début d'être au clair sur les enjeux et les possibilités. Et j'ai envie de dire, il faut s'ajuster. Et l'ajustement est mutuel et de se dire, OK, les personnes qui ont répondu à l'analyse des risques ont des attentes qui sont celles-ci ou celles-là. Moi, je vais me demander, OK, pourquoi il a ces attentes? Qu'est-ce que ça vient combler comme besoin chez lui? Qu'est-ce que ça vient dans cette équipe faciliter le travail? Je ne sais pas quelle est la question de départ. Et de se dire, OK, j'ai bien entendu votre besoin, voilà les moyens que j'ai moi. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver quelque chose qui me permette, avec ce sur quoi j'ai de l'impact, de pouvoir améliorer votre quotidien? Et c'est pas toujours des choses très coûteuses ou très compliquées. La prévention des risques psychosociaux, enfin, ceux qui sont déjà venus en formation avec moi vont dire que je radote, mais la prévention des risques psychosociaux au travail, c'est comme la petite goutte de lait dans le café. C'est pas grand chose proportionnellement, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais la petite goutte de lait dans le café, elle change la couleur de tout le café et ça change tout. Tu voulais dire quelque chose? Oui, et juste peut-être compléter par rapport aussi à la démarche participative et aussi que par rapport aux résultats de l'analyse des risques psychosociaux, mais c'est aussi, je dirais, important d'aller à la rencontre après des travailleurs avec les résultats et d'être aussi dans une démarche participative parce que parfois, effectivement, comme tu le disais, derrière un besoin qui est exprimé, mais il y a peut-être autre chose derrière et par rapport à une enquête, mais on n'a peut-être pas toujours cette finesse et donc parfois de pouvoir coupler à la fois du quantitatif et du qualitatif et aussi pouvoir impliquer les travailleurs dans les mesures pour être au plus près de ce qui peut les aider. Alors, une autre question qu'on a reçue, afin de balayer les 7 domaines du bien-être, je suppose qu'il n'y a pas qu'une seule analyse des risques, mais bien une analyse par domaine. Est-ce bien correct? Oui, tout à fait. Donc, l'analyse des risques, elle comprend différents domaines. Et donc, alors, je vous invite aussi à consulter le site du SPF Emploi, sur lequel on peut retrouver toute la stratégie des PARIS, dépistage participatif des risques, notamment tous les petits livrets SOBAN qui sont très, très bien faits et qui permettent, dans une première étape de prévention, j'allais dire un novice en bien-être au travail, même à commencer à cerner la question. Maintenant, on peut aussi, je dirais, dans certaines analyses de risque, même psychosociales, inclure des aspects plus liés vraiment aux conditions ou même à certains aspects de sécurité. Le tout, c'est vraiment de bien baliser qu'est-ce qu'on veut mesurer, quel est le périmètre, quels sont les acteurs impliqués. Il y a parfois certaines entreprises qui, pour des questions aussi de calendrier, regroupent certaines choses, mais je dirais ça doit être bien balisé dès le départ et ça dépend aussi du type de risque et le type de structure.
Dans la formation certifiante de bien-être au travail, on prend vraiment le temps d'expliquer ce que c'est l'analyse des risques, qui peut la faire, comment il peut la faire, avec quels outils. Et voilà. Et donc, sur le site du SPF Emploi, il y a aussi plein d'informations utiles ou de liens vers des sites qui les proposent. Une autre question, le rapport annuel envoyé au SPF Emploi, est-ce la même chose que le PAA? Non. Le plan d'action annuel, c'est vraiment interne à l'organisation. Donc, sur base du plan global de prévention que l'organisation s'est fixé pour améliorer le bien-être dans son organisation, c'est d'être traduit chaque année en plan d'action annuel. Donc, ça va être, cette année, on va atteindre tel objectif. Quel objectif ça peut être dans tel domaine, par exemple, je sais pas, ça peut être sur les risques psychosociaux, mais ça peut être par rapport à prévention du stress au travail, et avec les moyens qu'on se donne, le calendrier, les objectifs, les moyens, les acteurs impliqués. Donc, c'est très pratico-pratique. Ça pourrait être, on fait le marché public pour obtenir des équipements individuels de protection pour les travailleurs qui, dans ce secteur-là, ont subi 3 accidents de travail les 6 derniers mois. Et donc, il y a urgence à ce qu'ils soient mieux protégés. Voilà. Donc, ça, c'est le plan d'action annuel. C'est vraiment le rapport qu'on doit annuellement envoyer. C'est un rapport qui reprend des données un peu tableau de bord sur le nombre d'accidents de travail, le nombre de demandes d'intervention auprès du conseiller en prévention psychosociale. Enfin, voilà. Donc, balayant tous les domaines et tous les experts, médecin du travail, conseiller en prévention, personne de confiance, conseiller en prévention psychosociale. Et donc, c'est statistique, mais ça offre quand même une sorte de tableau de bord de l'état du bien-être en Belgique. Oui, tout à fait. Une autre question, Delphine? Ou bien s'il y a plus d'autres. Il est 18h, presque 25, donc on est dans les temps, mais s'il y a encore une petite question, on y répond avec plaisir. Alors, on vient de recevoir une. Dans vos formations, avez-vous la possibilité, quant au choix de la méthode d'analyse en fonction de la taille de l'entreprise? Bien sûr. Et même, j'ai envie de dire, c'est essentiel. Donc, on en a un tout petit peu de temps. Donc, quand on fait une analyse, on n'est pas obligé de rencontrer tous les travailleurs. Donc, quand c'est une très grosse équipe ou une très grosse organisation, on va probablement prendre un échantillon représentatif de la réalité du terrain pour que les acteurs, tous les différentes fonctions puissent être représentées, et on va travailler avec ce panel-là. On ne peut pas faire, en général, on prend une dizaine de personnes, 10-12 personnes maximum. Si on a une équipe de 15 personnes, on ne va pas prendre 12 personnes. On va prendre toute l'équipe. On s'ajuste quand même en fonction de la réalité. De la réalité. Alors, on préfère, en tout cas, moi, je préfère, donc de mon expérience, je préfère vraiment fonctionner avec ce qu'on appelle des focus group, où on travaille ensemble à réfléchir, à analyser les situations problématiques et à réfléchir aux solutions et aux pistes de solutions et à ce qu'elles soient réalistes ensemble avec le groupe, plutôt qu'à des questionnaires. Maintenant, ça peut aussi se faire par questionnaire ou une première étape par questionnaire. Ce que j'évite à tout prix, c'est les entretiens individuels, même si dans certaines circonstances, ça s'impose, parce que dans une analyse des risques classique, donc a priori, il n'y a pas de problème. Si je fais des entretiens individuels, après, dans mon rapport, c'est ma propre subjectivité qui va faire la synthèse. Alors que si j'ai directement l'équipe ensemble, on négocie ensemble, c'est quoi ce qui caractérise l'équipe avec laquelle toute l'équipe est d'accord. Oui, tout à fait. Quels est son vécu, quelles sont leurs pistes de solution, leurs contraintes. Ouais, tout à fait. Et on part vraiment du principe que c'est important d'aller interroger le travailleur qui vit la situation. Parce que entre ce qu'on appelle en ergonomie la tâche prescrite et la tâche réelle, donc ce que le travailleur fait vraiment, il y a souvent des écarts. Et donc, si on interroge un membre de la ligne hiérarchique qui n'est pas sur le terrain au quotidien, il y a des choses qu'il ne pourra pas percevoir de là où il est. Donc, c'est important que on part du postulat, quand on est dans le dépistage participatif des risques, on part vraiment du postulat que la connaissance de ce qui se passe sur le terrain, les difficultés et leviers présents sur le terrain, cette connaissance-là, elle est avant tout chez les travailleurs qui exercent la fonction. Voilà.
On a encore une question qui revient plusieurs fois, c'est est-ce que les formations peuvent se faire en anglais? Alors oui, les formations peuvent se faire en anglais. Mais alors, c'est des formations qu'on appelle formations sur mesure ou à la carte, hein, puisque donc, au CFIP, c'est probablement une de nos caractéristiques, c'est que ça nous arrive le plus souvent, nos formations sont des formations qu'on construit pour un client avec le client. Et donc, en fonction de la thématique, on a des intervenants qui interviennent en français, en néerlandais et en anglais. Même si la majorité est en français, c'est encore... voilà. Donc, du coup, dans notre catalogue, on a des formations en français, mais dans les formations sur mesure, on intervient dans toutes les langues. Je te regarde et tu n'as pas de formation en autre langue que le français au catalogue. Hein. Ouais, elle est contente, Delphine, j'ai bien fait mon travail. Ok. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. On est aussi, pour rester aussi dans les temps, hein, il est 18h28, mais donc en tout cas, on a été très heureuse d'animer ce webinaire, de passer ce moment avec vous, de répondre à vos questions. Et c'est vrai que c'est un sujet assez vaste, assez riche. Et donc peut-être que voilà, vous aurez encore d'autres questions. Et donc on vous invite vraiment à aller visiter le site du CFIP, découvrir l'offre de formation. Et si vous avez des questions un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Donc voilà. Et merci pour votre intérêt et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.